À tous, bonjour à tous les participants qui nous rejoignent aujourd'hui. Vous êtes encore plus de 600 à être connectés. Alors, pas encore tout à fait, mais en inscrits, vous êtes plus de 600. Je pense qu'on va y arriver très vite parce que ça continue à se connecter. Donc, merci à tous pour votre fidélité. Déjà, les 21e ateliers virtuels du Gers. On n'aurait pas vraiment pensé avec David il y a 2 ans maintenant, presque 2 ans, qu'on en serait à la 21e édition 2 ans après. Merci surtout à vous parce que c'est grâce à vous et à votre fidélité qu'on a continué à organiser ces ateliers pour vous communiquer régulièrement les informations qui sont pertinentes sur les différents marchés qui nous concernent. Alors, vous savez que toutes ces données, bien sûr, que l'on présente sont issues de tout l'écosystème CGDIM Pharma. Gers Data est au centre, mais nous puisons toutes les données au sein des différentes BU du groupe, que ce soit les logiciels pharmaciens, les logiciels médicaux, que ça soit ces médias, Futura Média également, avec lesquels on travaille de façon extrêmement proche, la BCV, Medexact, vraiment toutes les activités du groupe CGDIM participent de façon directe ou indirecte à ces ateliers. Et on les remercie pour leur contribution, comme on peut remercier également toutes les personnes qui travaillent derrière pour produire les chiffres qu'on va vous donner. Donc, ces chiffres sont utilisés, continuent à être utilisés par les autorités de santé, la NSM, le ministère, la DGS, l'assurance maladie, et on utilise les données hospitalières, les données de prescription. Vous savez que la Bastine avait été sélectionnée lors de l'appel d'offres de 2021 par la NSM, mais également par le CEPS pour toute la partie concernant le suivi et l'analyse de la prescription chez les médecins généralistes et chez les médecins spécialistes. Donc, ce sont vraiment des données qui sont extrêmement intéressantes et pertinentes. Et je vous invite à vous rapprocher de vos commerciaux pour ceux qui ne les connaissent pas encore pour les découvrir. Puis, bien sûr, toutes les données d'achat et de distribution en officine issues de nos différents panels. Donc voilà, donc on va démarrer. Je vais laisser tout de suite la parole à David qui va vous donner aussi des informations peut-être sur le match de foot de ce soir, PSG Real. Eh ben, je pense que le match sera aussi passionnant que ce début d'année sur la santé. Alors, dans cette première partie, regardons un peu les tendances et surtout la difficulté à lire les chiffres sur ce début d'année et pour vous montrer tous les critères et tous les éléments qu'il faut prendre en ligne de compte avant de déterminer le niveau de dynamisme de ce début d'année. Alors, c'est vrai que quand on regarde le marché officinal et sa tendance sur ces 5 premières semaines, plus 11% par rapport à 2021, plus 11% par rapport à 2020. On n'a pas osé, pour être honnête avec vous, rajouter 2019, parce que du coup, ça fait une lecture encore plus complexe, mais un marché qui est dynamique avec une prescription de vide qui reste soutenue, plus 5%, surtout une prescription hospitalière en forte croissance maintenue, plus 14%. Et un conseil qu'on va détailler bientôt sur l'explication de ce plus 26% pour regarder un peu quelles sont les composantes qui fait qu'on a cette dynamique sur ce début d'année. Et justement, on a regardé en retirant les autotests, que ce soit du Total France et de la partie conseil. Donc, rien que la distribution des autotests en pharmacie pèse sur 2% de la croissance de ce début d'année sur le total du réseau officinal. Pour regarder l'impact sur la partie conseil, puisque en retirant malgré tout les autotests, la croissance diminue de moitié, plus 12% et plus 5% par rapport à 2020. Et surtout, c'est fortement dynamique sur ce début d'année. On voit que sur les semaines fin janvier et début février, c'est plus proche de ce qu'on avait en 2020.
sachant que 2020, on était juste avant, sur ces semaines-là, juste avant l'annonce de la pandémie du Covid, puisque du coup, c'était mi-mars 2020. Alors, quand on regarde un petit peu sur cette prescription de ville et du coup l'impact par rapport à l'activité en médecine générale, sur ce début d'année, on est à -1 en termes de consultation, ce qui montre bien qu'effectivement, on revient sur les standards qu'on avait l'année dernière, avec effectivement un petit peu plus soutenu depuis octobre dernier par rapport à l'année passée. Et puis surtout, si on regarde les maux d'hiver et les pathologies hivernales, on voit bien que 2020, la parenthèse que vous voyez en bleu est gommée. On revient quasiment au même niveau que 2019-2020 sur ces pathologies, que ce soit la bronchiolite, que ce soit la pharyngite, la rhino, ou même si on fait un focus sur les moins de 10 ans, fortement présente, au moins chez l'adulte. Quand on regarde le poids des consultations, vous voyez bien qu'on est en entre-deux, entre la saison 2019-2020 et 2020-2021. Donc, malgré tout, un retour de la convivialité, des échanges, avec probablement une fragilité des gestes barrières et donc, du coup, un retour de ces consultations et de ces pathologies hivernales. Alors, toujours le sujet de la téléconsultation et l'implantation du digital dans le quotidien. Petit sursaut sur janvier, mais globalement, on le voit bien, la téléconsultation représente, et ce depuis quasiment 2 ans maintenant, 5% des consultations. Donc, on est à peu près, à peu de choses près, à peu près 100 000, entre 75 000 et 100 000 consultations par semaine en digital pour le médecin généraliste. Donc, toujours la recherche de cette place de la consultation distancielle. Et du coup, ce qui va être intéressant dans les prochains mois, c'est de regarder quels sont les motifs de téléconsultation et est-ce qu'on a dans le parcours du patient réellement une place entre visite en présentiel et visite en distanciel, et donc de regarder un peu comment s'intègre cette digitalisation des consultations dans le quotidien du médecin, mais aussi du patient. Et quand on regarde l'impact et l'évolution chez les spécialistes libéraux, là aussi, on voit un début d'année en recul par rapport à l'année dernière, qui a été effectivement aussi porté par le rattrapage du premier confinement, qui fait qu'un certain nombre de consultations ont eu lieu décalées dans le temps, donc plus sur le deuxième semestre 2020 et 2021. Et donc, on voit bien pédiatre en recul, malgré tout par rapport à 2020, moins 8%, légèrement supérieur quand même quand on regarde depuis octobre dernier. On a les psychiatres qui étaient en forte hausse, qui sont en fort recul aussi sur ce début d'année, mais on voit bien qu'on a une évolution aussi de la consultation des spécialistes de par les patients sur ce début d'année, probablement poussé aussi par la pandémie du Covid et la contagion qu'on a pu observer au quotidien. Alors, c'est vrai que celle-ci, du coup, vous rigolez parce qu'à chaque fois que je vous la présente, je dis que c'est la dernière fois et puis à chaque fois, je la rajoute. Ce qui est intéressant quand on regarde par taux de TVA, la première chose qui surprend, c'est quand je regarde plus 9% à 2,1, plus 6%, 5,5, plus 10 à 10% et plus 6 à 20%. Je me dis, mais comment c'est possible d'avoir la croissance qu'on évoquait tout à l'heure, qu'on observait, puisque du coup, on annonçait plus 11 sur le total en officine, et ben, vous l'avez compris, c'est porté par les autotests qui sont à un taux de TVA de 0%. Et donc, c'est vrai que plus on va analyser par taux de TVA, plus on va effectivement mélanger des choses, puisque à 0%, vous avez les autotests, mais aussi vous avez les actes de tests antigéniques. Et donc, globalement, très intéressant et important d'avoir en tête que l'analyse par taux de TVA peut fragiliser la lecture qu'on donne aux résultats, mais globalement, quand vous regardez les courbes en vert sur ce début d'année, elles ont été soutenues quel que soit le taux de TVA. Donc, ça a commencé fort. Rappelez-vous, toute première semaine de janvier, les pharmacies étaient prises d'assaut sur les tests antigéniques. C'est là où on a eu les records en termes d'élasticité et de capacité à répondre à l'offre et à la demande de tests de part de la population. Et globalement, sur fin janvier et début février, on voit que le marché se rapproche de ce qu'on avait en 2020 en termes de dynamique, quel que soit globalement le taux de TVA.
Vous nous avez demandé pour certains d'entre vous sur le mois de janvier un peu quelles sont les évolutions par rapport à l'année dernière et par rapport à 2020, avec un focus particulier sur Paris Intramuros. Donc en vert, vous avez quand c'est plus dynamique que la France, et en bleu quand c'est moins dynamique que la France, et en rouge quand c'est en recul par rapport aux années passées. On voit que par rapport à 2020, alors sachant qu'en 2020, pour Paris, si on fait appel à notre mémoire, c'était en plein gilet jaune, en plein grève. On est à un chiffre d'affaires tout confondu hors mission Covid, donc c'est-à-dire hors vaccination Covid, plus la réalisation des tests antigéniques, moins 2%, avec un début d'année malgré tout à plus 15%, fortement porté aussi, mais pas exclusivement par la vente des autotests. On a aussi tout ce qui est santé familiale, tout ce qui est automédication, pathologie hivernale, qui est beaucoup plus dynamique sur ce début d'année que l'année passée. Et on voit effectivement des régions qui sont très dynamiques, comme la Normandie, comme l'Auvergne, Rhône-Alpes. On a aussi l'Occitanie, qui est plus dynamique que la moyenne, et la Nouvelle-Aquitaine. Alors, même focus sur la partie conseil. Rappelez-vous, conseil, il y a aussi bien la santé familiale, la dermocosmétique que les autotests. On a un début d'année qui est meilleur, j'allais dire beaucoup meilleur, qui est meilleur quand même que l'année dernière, porté par la pathologie, porté par le trafic dans le réseau officinal, porté aussi par effectivement le télétravail, la géographie, la localisation, la relation par rapport aux distances. Regardez, Normandie, plus 50%, la Nouvelle-Aquitaine, plus 40%. Donc, c'est vrai, un mois de janvier très, très dynamique. L'Auvergne-Rhône-Alpes, plus 30%. Ça reste délicat pour Paris et pour la Corse sur le conseil au sens large du terme. Alors, c'est vrai que quand on regarde un peu le Covid et la vaccination de la grippe, c'est vrai que pour discuter avec pas mal de pharmacies ou de groupements, quand on parle un petit peu de la réalisation des tests antigéniques sur ces derniers jours, en forte baisse, et on le voit bien sur le graphique, un fort recul. Pour autant, on reste encore plus haut que ce qu'on observait cet été lors de la mise en place du pass sanitaire. Mais globalement, on est redescendu en pression par rapport à ces premiers jours du mois de janvier, plus de 6,5 millions, et ce qui montre bien que le réseau officinal est très élastique à la demande de santé, puisqu'on pensait plafonner autour de 3 millions par le réalisé de tests antigéniques par le réseau officinal, et puis on est monté à plus de 6 millions, et on reste élevé. Quand on regarde, on est à 4 millions, donc avec une baisse qui est remarquable, que ce soit pour les tests antigéniques et les autotests. Donc une forte baisse de la demande, et on se rapproche de ce qu'on avait sur l'automne dernier, autour d'1 million, 2 millions de tests. Même si on reste élevé, 4,3 millions, on sent quand même que le réseau officinal respire un petit peu au regard de la pression et de la tension qu'il y avait sur ces premiers jours du mois de janvier. Alors, l'autre bonne nouvelle, c'est quand on suit à travers la bassine le nombre de cas de Covid symptomatiques chez le médecin généraliste, on voit bien, vous le voyez sur ces jours-là, au 10 février, donc juste avant la Saint-Valentin, une baisse forte du nombre de cas symptomatiques suivis en médecine générale, ce qui fait qu'on se rapproche très vite des niveaux qu'on avait en octobre-novembre dernier, et qu'on devrait atteindre d'ici la fin du mois de février. Un point sur la vaccination antigrippale, et là aussi, quand on se compare différentes années, alors je pense quand même à la surprise générale. Rappelez-vous, 2020, le premier jour de la vaccination était record. Tout le monde voulait se faire vacciner, ou du moins tout le monde voulait profiter des vaccins qu'il y avait, sachant que la rupture guettait dans les jours qui suivaient. Et globalement, on voit aujourd'hui probablement moins 6% par rapport à l'année dernière, et quasiment plus 10% par rapport à 2019. Donc, une prescription et un usage de la vaccination grippe qui est meilleur que ce qu'il y avait avant la pandémie. On devrait finir la saison de vaccination autour de 11,5 millions, ce qui ferait 1 million de doses de plus
qu'en 2019, c'est-à-dire avant la pandémie. Et là aussi, quand on regarde en termes de pratique chez le médecin généraliste, du grippe ou de syndrome grippal, là aussi, on peut le voir en orange. On est réellement entre 2020-2021 et 2019-2020, si vous regardez en janvier. La grippe ou le syndrome grippal en fort recul par rapport à ce qu'on avait avant la pandémie. Donc, on voit aussi qu'un certain nombre d'habitudes, de consultations, de réalisation de présence auprès du médecin est en forte diminution, poussée par la vaccination et poussée aussi probablement par le conseil en pharmacie. Un point sur la couverture vaccinale et le rôle de l'officine. 2019, un quart du réseau officinal avait réalisé de la vaccination, sachant que l'autorisation, c'est 2017, donc une montée en puissance petit à petit de la part des officines qui ont fait de la vaccination. Regardez, en 2021, 43% des vaccinations grippe ont été réalisées par le réseau officinal. C'était 25% en 2019. Donc, on a quasiment doublé en 2 ans. Et donc, le rôle du pharmacien s'inscrit vraiment dans la réalisation de l'acte vaccinal. Et quand on regarde la part des pharmacies qui réalisent ces actes, on avait 23% du réseau qui faisait 50% de la réalisation de la vaccination grippe. On est passé à 27% en 2021 pour 50% des vaccinations. Mais par contre, vous voyez, 92% du réseau officinal a fait au moins une injection dans le cadre de la grippe et 2/3 des pharmacies réalisent 90% de la vaccination. Et on voit bien, si on essaye de projeter un peu la recommandation de l'HAS sur l'extension possible du rôle de l'officine, sur les vaccinations au-delà de 16 ans, que ce soit du coup l'adolescent ou l'adulte, sur la diphtérie, tétanos, polio et coqueluche, ou le papillomavirus ou l'hépatite. On peut estimer effectivement, si on reste sur 43% des vaccins qui sont réalisés par le réseau officinal, au-delà d'1,5 million de vaccinations en plus que ce qu'on observe sur la grippe. Donc des missions qui s'installent dans le réseau officinal, qui fait qu'on va avoir de plus en plus ce rôle de santé publique du réseau officinal, justement de la réalisation des actes, du suivi du patient, de l'écoute du patient, pouvoir même sur le télésoin et la téléconsultation. Patrick, comment se porte le remboursable ? Alors, avant de passer au remboursable, merci beaucoup David. Et c'est vrai que toute cette partie sur l'activité officinale est particulièrement intéressante. Et ça montre vraiment comment les pharmaciens ont évolué sur ces dernières années, le métier de pharmacien. Et vraiment, avec ces présentations successives que David nous fait maintenant depuis 2 ans sur ce volet, on voit vraiment cette évolution qui a été majeure. Alors, le médicament remboursable, qui fait partie des activités du pharmacien, continue à bien se porter. On voit que depuis le mois d'octobre de 2021, il y a une évolution sur les dernières semaines de plus 13% jusqu'à la fin de l'année. Un léger ralentissement sur les premières semaines de 2022, puisqu'on passe à simplement plus 8%, mais c'est vrai que la base de 2021 était une base extrêmement forte. Après, on verra en fonction des événements qui vont survenir au cours de l'année comment cela va se passer sur les prochaines semaines. Et quand on regarde depuis octobre, on est jusqu'à cette semaine 5, on est encore à plus 12%. Donc, un marché remboursable au niveau de l'officine qui se porte vraiment très bien. Alors, quand on essaye de voir sur certaines pathologies, et là, on peut faire le parallèle aussi par rapport à ce que David nous présente, sur ces pathologies, on voit que sur certains marchés, on a voulu prendre les classes qui étaient liées aux pathologies hivernales, les antibiotiques, les antipyrétiques, tout ce qui était rhinologie, antitussif, produits bronchopulmonaires. Mais là, on voit que ces classes sont en forte évolution. Les antibiotiques, plus 34% depuis début octobre, plus 22% sur les dernières semaines. Les antipyrétiques, également forte évolution, plus 11% depuis octobre et plus 10% depuis le début de l'année.
Et enfin, tout ce qui est rhinologie et autres, plus 61% depuis la semaine 40 jusqu'à la semaine dernière et plus 50% sur les premières semaines de 2022. Donc vraiment des pathologies qui sont en fort développement et on l'a vu. Alors après, peut-être le moindre recours aux gestes barrières et puis aussi le variant Omicron qui a un tout petit peu changé la donne au niveau des symptômes fait qu'il y a eu aussi d'autres pathologies qui se sont développées et manifestées. Alors, quand on regarde maintenant au niveau du marché remboursable, les classes qui sont en croissance-décroissance. Alors, tout d'abord, première constatation, c'est que dans les classes en croissance, elles rapportent les 5 premières classes 110 millions d'euros. Et là, on compare les 5 premières semaines de 2022 à celles de 2021, alors que les 5 classes qui contribuent à la décroissance ne pèsent que pour moins 13 millions. Donc, un différentiel, bien sûr, très, très largement positif. Alors, vous avez été nombreux à nous demander, quand on vous parlait de ces classes, les produits de la fibrose kystique, qui sont les plus gros contributeurs, de nous en dire un peu plus, de vous en dire un peu plus. Donc, ces produits de la fibrose kystique ont rapporté plus de 42 millions, presque 43 depuis le début de l'année. Ça représente 190% d'évolution. Et là, c'est lié essentiellement aux nouveaux produits du laboratoire Vertex dans la mucoviscidose. Quand on regarde les autres produits du système nerveux central qui ont également une très, très forte progression, plus de 238%, et qui rapportent près de 29 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel par rapport à 2021 sur la même période, là, c'est lié à la forte croissance de Vyndaqel de chez Pfizer, qui est indiqué dans l'amylose à transthyrétine, donc qui a vraiment extrêmement progressé. Les inhibiteurs de l'interleukine avec plus 15 millions, 29% d'évolution, et là, c'est lié essentiellement à la forte croissance du Dupixent de chez Sanofi, et là, lié en partie à des extensions d'indications comme la dermatite atopique. Les facteurs de la coagulation, donc là, on a 13 millions d'augmentation. On n'a pas d'évolution parce qu'en 2021, on n'avait pas de chiffre d'affaires significatif. Et là, c'est lié essentiellement à un nouveau produit qui est Hemlibra de chez Roche et qui, lui, est indiqué dans la prophylaxie des épisodes hémorragiques. Enfin, les antagonistes de l'hormone cytostatique, plus 17%, presque 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, c'est des sorties de réserve hospitalière pour Erleada de chez Janssen dans le cancer de la prostate. Alors, pour les contributeurs à la décroissance, même chose. Hein. Première classe, les antiagrégants plaquettaires. Alors, bien sûr, avec des variations beaucoup plus faibles. Là, c'est un rappel de l'eau pour Champix, pour Pfizer, pour les antiagrégants plaquettaires. Pour les produits de la sclérose en plaques, c'est des baisses de prix en 2021. Comme pour les antipsychotiques, avec moins de 2,8 millions, c'est également des baisses de prix. Les antiviraux de l'hépatite à moins 2,3%, c'est uniquement une baisse de prix pour Gilenya de chez Novartis, qui a eu lieu en janvier 2022. Et enfin, pour les produits anti-tabac, pardon, on est sur c'est l'autre, excusez-moi, on est sur 1,8 million, donc là, ce n'était pas significatif. Pardon, Champix, c'était d'ailleurs pour les produits anti-tabac et pas pour le. J'ai fait une erreur, c'était pour Pfizer, c'est sur les 1,8 million. J'ai dit tout à l'heure les antiagrégants plaquettaires. Les antiagrégants plaquettaires, c'est Genlinia. Excusez-moi. En ce qui concerne le top 10 des produits en ville sur les 12 derniers mois,
Donc là, on a Eliquis qui reste en tête avec 544 millions. On voit que tous ces produits ont tous des fortes croissances, à l'exception d'Humera et d'Ibrance qui sont en légère régression. Tous les autres ont des croissances entre 7 et 20%, ce qui sont des très, très fortes croissances. Donc, Eliquis, Elia, Lucentis, Xarelto, Imbruvica, Doliprane, qu'on retrouve encore dans ce top 10 avec une belle progression à plus 13%, Zytiga et Xtandi. Quand on regarde les laboratoires, le top 10 des laboratoires, ben là, sans surprise, Novartis reste le premier laboratoire en ville, hein, avec une avance très confortable, puisqu'il a plus d'1,8 milliard de chiffre d'affaires et surtout une croissance à plus 8%, comme Biogarant qui dépasse le milliard avec 1,163 milliard, comme Viatris également 1,109 milliard, Janssen 1,107 milliard avec 17% de croissance. Bayer Healthcare qui lui est un peu plus loin, après on a un décrochage avec 857 millions, pardon, mais quand même 11% de croissance. Sanofi 792 millions et 8% de croissance. BMS 617 millions et 17% de croissance. Et AstraZeneca 589 millions et 14% de croissance. Le seul laboratoire du top 10 à être en légère régression est Sandoz, à 550 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, quand on regarde le taux de pénétration des génériques, on voit que ce taux de pénétration des génériques, il a augmenté encore en 2022. On a une augmentation régulière depuis 2020. 2020, c'était 83,4%, 2021, 83,9% et 2022, bon, bien sûr, 2022, on est sur un mois, mais on est à 4,2%. Donc, on devrait continuer à avoir cette augmentation du taux de pénétration des génériques pour cette année 2022, alors avec vraisemblablement encore des effets par rapport aux différentes mesures qui avaient été prises. Quand on regarde le taux de pénétration des biosimilaires en ville mensuellement entre 2020 et 2022, ben on voit, en ce qui concerne les biosimilaires, que là, il y a eu une situation totalement différente. Les génériques augmentent régulièrement. Pour les biosimilaires, ils étaient beaucoup plus forts en 2020, avec 22,7% de taux de pénétration. Ça avait fortement baissé en 2021 à 20,1%. Et il y a eu une légère reprise, là, pour l'instant, sur le premier mois de 2022 à 20,5%. Mais attendons de voir, en ce qui concerne les biosimilaires, ce qui va se passer. Et puis là, il y a de très, très fortes différences en fonction du type de produit. Il y a des biosimilaires qui ont des taux de pénétration au-delà de 70%, et puis à l'inverse, certains qui restent à des niveaux extrêmement bas. Alors, faisons maintenant un point sur les variations de prix. Et c'est surtout le bilan de cette année 2021 qui est intéressant. Donc, vous savez que l'objectif de la loi de finances 2021 était d'un rendement de 640 millions d'euros en prix net. Quand on regarde la situation, et on va regarder la colonne de droite en économie, sécurité sociale, on a la ville, l'hôpital et le total, on voit qu'au total, en impact brut des baisses de prix, ville plus hôpital, on arrive à moins 543 millions. Pour arriver au prix net, en fait, on prend le pourcentage qui est publié dans le rapport du CEPS, qui est d'environ 12%, qui est une moyenne sur les taux de remise qui sont appliqués aux différents laboratoires. Et on arrive, en fait, de 543 millions, on passe à 478 millions en prix net, estimé pour l'année 21. Et je vous rappelle que les 640 millions d'objectifs étaient également en prix net. C'est-à-dire que nous avons eu pour 2021 une sous-exécution d'environ 160 millions d'euros. Alors, ça concerne différentes classes. La ville a été touchée pour 190 millions d'euros.
surtout les anti-TNF, la L04 avec moins 24 millions d'euros. Après les inhibiteurs de l'interleukine, moins 16 millions. Les antinéoplasiques inhibiteurs de la protéine kinase, moins 16 millions. Les produits de la sclérose en plaques, moins 14 millions. Et la C10C, les régulateurs lipidiques en association, moins 13 millions. À l'hôpital, moins 66 millions de baisse de prix. Et là, c'est des montants, bien sûr, alors on est en prix tarif, mais ce sont des montants beaucoup plus faibles, puisqu'on est à moins 9 millions pour les produits de la sclérose en place. Les antinéoplasiques taxane, moins 7 millions. Les antinéoplasiques inhibiteurs de la protéasome, moins 7 millions. Et ensuite, les antinéoplasiques platine, moins 3,5. Et les facteurs 2, 7, 9 et 10 à moins 3 millions d'impact de baisse de prix. Donc, vous voyez que c'est surtout la ville qui a été le gros contributeur dans ces baisses de prix. Alors, quand on regarde maintenant, le dernier point, c'est les effets report. Sur 2022, des hausses de prix des immunoglobulines qui a eu lieu au 1er octobre 2021, et je parle bien d'effets report des hausses de prix. Donc, les immunoglobulines ont vu leur prix augmenter en octobre, et cet effet report pour 2022 sera supérieur à l'effet report des baisses de prix pour l'année 2022. Les immunoglobulines de la J06E, l'augmentation de cet effet report sera de plus 15 millions, et surtout pour la J06C, les autres immunoglobulines, elles, ça représentera 91 millions. Donc, il faut s'attendre, compte tenu de cette situation, donc un effet report positif plus élevé qu'un effet report négatif. Ça veut dire que nous devons nous attendre à de très fortes baisses de prix pour 2022 pour tenir l'objectif de la loi de finances 2022 qui a été fixé à moins 825 millions d'euros en net. C'est-à-dire que, compte tenu de cet effet positif des immunoglobulines, le rendement va devoir être supérieur et les baisses de prix devront aller au-delà des 825 millions. Donc voilà, maintenant je vais laisser la parole à David pour qu'il nous présente ce qui s'est passé au niveau du marché du conseil. Donc, conseil, plusieurs étapes. L'automédication, donc la délivrance de médicaments sur le conseil du pharmacien. Et là, en fait, si on fait la rétrospective, et c'est en bas à droite qu'on a le mois de janvier, là aussi, une année qui débute comme elle a fini. Souvent, décembre est prédictif de ce qui se passe en janvier sur l'automédication. Et on peut le voir, une dynamique par rapport à l'année dernière sur la pathologie hivernale, principalement, plus 22%, même si on reste négatif par rapport sur le mois de janvier par rapport à 2019-2020, donc sur janvier 2020, moins 6%. On voit bien que l'automédication reprend des couleurs par rapport à 2020, qui était 2021 plutôt par janvier, qui a été particulièrement bas. C'était déjà l'année dernière. Quand on regarde les contributeurs à la croissance, le top 5, et là, on a vraiment tout ce qui touche le symptôme, tout ce qui touche la convivialité et la proximité des uns et des autres, des croissances dingues en termes de pourcentage, plus 67% sur douleur et fièvre, plus 86% sur le mal de gorge, plus 88% sur la toux sèche, plus 40% sur la diarrhée. On voit bien qu'on a ce partage. Et vous regardez, le top 5 des contributeurs à la croissance, c'est plus 28 millions d'euros dans le réseau officinal. Et le top 5 des décroissances, c'est moins 2,3%, moins 2,3 millions d'euros en termes de recul, avec effectivement des BAS autour de 600 000 et 500 000 euros sur les plaies, sur le stress, sur les apports en vitamines et minéraux, les jambes lourdes et les ballonnements. Mais globalement, on voit bien une santé confortable, au moins sur l'automédication sur le mois de janvier. On va voir ce que ça donne. Alors, volontairement, comme les négociations entre industriels, groupements et pharmacies se terminent à la fin du mois, du coup, on a fait le choix de ne pas mettre en avant certains laboratoires ou certaines dynamiques pour laisser un peu de surprise sur
sur les prochains ateliers du mois prochain, qui permettra effectivement de voir ce début d'année, quel impact en termes d'industriel. Quand on regarde la santé familiale et le conseil au sens large, que ce soit sur les produits de santé et la nutrition, on a plus 8 ou plus 7 par rapport aux 12 derniers mois sur effectivement ce segment-là, et un mois de janvier très dynamique, vous le regardez, nettement au-dessus de l'année dernière, nettement au-dessus de 2019-2020, donc qui montre bien qu'à un moment donné, dans ces effets d'oscillation, on est retourné un peu sur des dynamiques qu'on avait avant la pandémie. Donc, un rôle du conseil du pharmacien qui est renforcé sur ce début d'année, plus 17 par rapport à l'année dernière et même plus 8 par rapport à 2020. Donc, on voit bien ce rôle renforcé d'acteur de santé du quotidien pour le réseau officinal. Et là aussi, quand on regarde une différence de 1 à 10 entre les contributeurs à la croissance et à la décroissance, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de telle dynamique. Et on le voit bien, c'est la douleur, le mal de gorge, le tonus vitalité, l'atout, l'immunité. Donc, on est bien dynamique sur l'ensemble de ces symptômes-là avec, et là, je reconnais que je dois être effectivement à la cause, principalement une cause de la baisse du segment. Si vous regardez perte de poids, moins 24% sur cette année, on est vraiment sur un segment qui souffre. Le stress également, moins 1,5 million, et la reminéralisation également qui est en forte baisse sur cette santé familiale. Donc, on est vraiment sur la prise en charge des symptômes, sur la volonté de croître sur l'immunité et la défense naturelle, le sommeil également qui continue à être dynamique, et pour autant, tout ce qui va être le paraître, du coup, en recul par rapport encore à l'année dernière. Qu'en est-il sur le marché des probiotiques? Là aussi, plus 14% par rapport à l'année dernière. Vous voyez la courbe, hein, l'année dernière était vraiment en berne en termes de chiffre d'affaires sur les probiotiques. Donc, on est quasiment revenu au niveau de janvier 2020, moins 0,1% par rapport à il y a 2 ans. Donc, un retour du probiotique sur le marché, quasiment pas de segment contributeurs à la décroissance. Donc, quand on regarde les contributeurs à la croissance, on a l'équilibre digestif, on a la diarrhée, on a l'immunité, défense naturelle, on a le tonus, on a les troubles fonctionnels. Donc, un retour, je ne vais pas dire en fanfare, mais quasiment sur le probiotique sur ce premier mois de l'année, janvier, donc toujours porté par le conseil du réseau officinal. Un point sur l'hygiène et la dermocosmétique, hors gel hydroalcoolique. Là aussi, quand on regarde sur ces 5 premières semaines, un marché quand même à plus 4, voire plus 8 par rapport à janvier 2020. Donc, un segment qui reste soutenu, qui reste important, avec des segments à l'intérieur qui suivent des dynamiques différentes. On voit ce rôle. Alors, même si effectivement, on peut se dire que le début de l'année a été compliqué en termes de conseils, regarde ce qu'on évoquait tout à l'heure, la réalisation des tests antigéniques, mais il y avait du passage en pharmacie, il y avait du choix des produits qui étaient présents, l'importance de bien travailler du coup le linéaire, de s'assurer qu'il n'y avait pas trop de ruptures ou de micro-ruptures sur ce linéaire. Mais on voit effectivement un marché du mois de janvier qui est dynamique, un début février qui commence vraiment beaucoup plus haut que l'année passée. Donc, des sources de dynamisme dans le réseau officinal sur ce segment hygiène et dermocosmétique prometteur sur cette année. Alors aussi, on voulait vous montrer les évolutions qu'on mettait en place sur cette année, et donc l'ouverture sur des nouvelles offres et des nouvelles activités. Notamment, le premier point, c'est on avait lancé il y a déjà 5 ans Sogno, de manière à ce que vous puissiez y accéder à travers Internet. Et ben, du coup, on lance, et d'ores et déjà disponible, Sogno Mobile, donc qui est accessible, comme vous pouvez le voir, sur… Hop, je vais arrêter et montrer l'autre partage, que vous puissiez voir ce que ça donne en termes de présentation. Donc voilà, la possibilité maintenant de pouvoir accéder au Sogno sur l'application, que ce soit sur Android ou sur Apple, et donc de pouvoir suivre en temps réel les dynamiques du marché, les dynamiques des marques, toujours avec cette notion de temps réel, cette notion d'accessibilité de l'information,
et puis qu'à tout moment, on puisse parler de ce qui se passe au moment présent et qu'on ne soit pas toujours obligé de regarder dans le rétroviseur pour regarder un peu les dynamiques qu'on peut observer à gauche et à droite. Et puis, l'autre chose qu'on voulait vous montrer aussi à travers les évolutions et au travers le travail qui a été fait par les équipes, c'est également aussi de… Hop, excusez-moi, hop là, que je vous montre aussi les nouveautés, parce que Dieu sait qu'il y en a plein. Hop. Alors, je vais vous partager. Hop. C'est également le lancement de l'offre par enseigne, donc de pouvoir suivre aussi en live l'ensemble des enseignes de GMS. Et donc, là aussi, avec cette volonté de pouvoir l'intégrer dans nos solutions digitales, dans nos outils, dans les tableaux de bord. Et typiquement, voilà, aujourd'hui, est accessible sur Sogno la possibilité de suivre la GMS en live, comme si vous y étiez, on suivait le réseau officinal. Maintenant, on va pouvoir suivre aussi le réseau officinal et de se dire, voilà, par exemple, sur le dernier mois en cours, alors attendez, où j'ai ma vue qui baisse, hop, dernier mois complet, quelle dynamique on a, quels sont les segments qui sont en croissance en termes de promesses. Et puis là aussi, on peut filtrer, on peut regarder les dynamiques. Et vous voyez, tout se met à jour de manière parfaitement intuitive et en ligne. Et c'est vraiment cette volonté de couvrir avec l'ensemble des équipes, de couvrir au mieux la santé au sens large du terme, au sens rapide du terme, de manière à ce qu'on puisse avoir la meilleure vision possible de l'équilibre général du business en pharmacie. Patrick, un peu plus de sérieux avec l'hôpital? Merci David, mais c'est vrai que c'est une volonté réelle de Gers SAS aujourd'hui d'apporter de nouvelles solutions et qui correspondent surtout à vos attentes. Ce n'est pas un développement qui a été mené par les équipes du Gers, comme ça en se disant il est important d'avoir une application mobile. Non, c'était des remontées de beaucoup d'entre vous qui nous le demandaient. Et donc, on espère que cette nouvelle application vous apportera les informations pertinentes et plus rapidement que ce que vous pouvez avoir aujourd'hui ailleurs. Alors, passons maintenant à l'activité à l'hôpital. Et on voit que l'hôpital poursuit un peu la même dynamique que ce que l'on a vu en ville, avec des évolutions qui sont importantes. On était sur les dernières semaines à plus 9%, et on voit que les premières semaines de 2022 ont également une évolution importante. Alors, c'est vrai qu'on se compare encore à une année 2021 qui est une année exceptionnelle, qui a été l'année la plus forte jamais enregistrée en termes de croissance, mais on est encore à plus 5% de croissance sur les premières semaines. Donc, cette évolution et cette dynamique du marché se poursuit. Alors, quand on regarde les classes en croissance et en décroissance, toujours pareil, vous nous avez demandé un tout petit peu d'aller un peu plus loin. Donc, dans les 5 contributeurs à la croissance, on voit que dans les antinéoplasiques, alors ces contributeurs à la croissance ont rapporté 114 millions d'euros en chiffre d'affaires additionnel, alors que les contributeurs à la décroissance ne pèsent que pour moins 37 millions d'euros, donc un fort delta positif. Parmi les 5 premiers, les antinéoplasiques anticorps monoclonaux, plus 84 millions et surtout plus 22% de croissance. Là, c'est une forte croissance de Keytruda chez MSD avec surtout des extensions d'indications avec notamment le cancer du sein, le cancer de l'œsophage et puis également Darzalex de chez Janssen dans le myélome multiple. Les immunoglobulines, elles, ont eu également une forte croissance avec plus 20%. Là, c'est lié surtout à des augmentations de prix. Pour les anesthésiques généraux, là, on a eu une très forte augmentation du propofol. Alors là, la situation du Covid a été aussi fortement responsable de ces augmentations. En ce qui concerne les antinéoplasiques inhibiteurs de la protéine kinase avec
79% d'augmentation. Là, c'est lié surtout à l'arrivée d'un nouveau produit, Calquence de chez AstraZeneca, qui est indiqué dans la leucémie lymphoïde chronique. Et enfin, pour les autres immunosuppresseurs, 27% de croissance, 6 millions de chiffre d'affaires additionnel. Et là, c'est une forte augmentation d'Ocrevus de chez Roche, qui est indiqué dans la sclérose en plaques primaire progressive et qui est responsable de ces augmentations. Parmi les baisses, mais là, on voit que pour les autres produits du système nerveux central qui représentent moins 10 millions d'euros de baisse, là, c'est surtout une baisse des ventes de Xyrem de chez UCB. Pour les facteurs de la coagulation, c'est également une baisse des ventes, mais pour Advat de chez Takeda et Elocta chez Sobi. Pour les antinéoplasiques, c'est des baisses de prix pour Revlimid de chez Celgene. Pour les produits de l'angioëdème héréditaire, c'est baisse de Takhzyro de chez Takeda dans l'angioëdème héréditaire. Et pour les antinéoplasiques inhibiteurs de la protéasome, là, c'est moins 5 millions liés à l'arrivée de génériques de Velcade. Donc, voilà pour cette situation à l'hôpital. Alors, on a voulu terminer ces ateliers par la synthèse du rapport d'activité du CEPS qui a été publié en décembre 2021. Donc, c'était le rapport de 2020. Les autorités n'ont pas la même rapidité peut-être, mais c'est vrai que c'est des documents qui sont extrêmement lourds. Et on a voulu en faire une synthèse et on vous l'a diffusé. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas, cette synthèse est disponible et elle est assez. On a essayé de simplifier tout ce qu'il y avait. Alors, en 3 slides, je vais vous donner quelques chiffres qui sont intéressants. Quand on regarde les demandes de première inscription de médicaments en ville, en 2020, en fait, on a eu une diminution du nombre de demandes de première inscription clôturées par le CEPS, moins 28% par rapport à 2019, avec 720 demandes clôturées. Il y en a eu 406 pour les génériques et 314 pour les non génériques. Et sur ces 680 demandes, ces 680 demandes ont donné lieu à une publication au JO, ce qui veut dire qu'il y a à peu près 40 demandes qui, elles, n'avaient pas fin 2020 été jusqu'à la publication au JO. Bon, donc, vous voyez que ces demandes concernent à 60% des génériques, 2% des biosimilaires, 3% des hybrides, 31% des nouvelles inscriptions d'ASMR5 et 4% des produits d'ASMR alors supérieur à 5, c'est-à-dire 3 ou 4. Alors, en ce qui concerne les délais, cette fois-ci, de traitement des demandes de première inscription, on voit qu'en 2020, le délai moyen a été de 138 jours. Donc, on est assez stable. Il y a 6 jours d'écart, moins 6 jours par rapport à 2019, donc un tout petit peu plus rapide. Et c'est vrai que par rapport au pic de 2016, le délai a fortement diminué. Alors, quand on regarde après, quand on sépare le type de produit, on voit que le délai moyen de traitement pour les génériques, il est de 103 jours contre 190 jours pour les non-génériques. Bon, pour les génériques, ça s'explique par le non-passage par la commission de transparence. En ce qui concerne les délais moyens des produits issus des dispositifs ATU, post-ATU, là, on voit qu'en revanche, les délais sont extrêmement longs puisque le délai moyen est de 414 jours. Enfin, quand on regarde les demandes de première inscription de médicaments à l'hôpital, là également, l'année 2020 a connu une diminution du nombre de premières inscriptions clôturées par le CEPS, moins 11%. Il y a 57 primo-inscriptions pour la liste en sus et 91 pour la liste rétrocession. Donc, pour la liste en sus, bon, c'est principalement, bien sûr, les génériques.
Les biosimilaires, il y en a eu 8. Les ASMR de type 5, il y en a eu 8. Et pour les autres ASMR, donc les ASMR inférieurs à 5, il y en a eu 3 pour les ASMR de type 4 et 7 pour les ASMR de type 3. Pour la liste rétrocession, là, on voit que c'est à plus de 75% les génériques qui sont concernés. Les ASMR de type 5 arrivent en deuxième position avec 8 produits concernés. Les ASMR de type 4, il y a eu 5 produits et enfin 2 concernant les biosimilaires. Donc voilà pour ces chiffres. Et dernier élément, les délais de traitement pour ces demandes de première inscription ou remboursement à l'hôpital. On voit que le délai moyen a été de 110 jours, donc une légère baisse par rapport à 2019, 9 jours d'écart. Et sur le schéma ici, vous avez à gauche le total. Donc, on voit que le délai de traitement à l'hôpital est passé entre 2019 et 2020 de 101 à 110 jours. Donc, c'est ce que je vous disais. En revanche, il y a une très grosse différence entre les produits de rétrocession qui, eux, sont passés de 75 jours à 93 jours en 2020. En revanche, les produits de la liste en sus, eux, ont vu ce délai moyen diminuer, passer de 147 jours à 138 jours. Donc, un délai moyen qui est plus court pour les génériques et pour les biosimilaires, donc respectivement 85 jours et 65 jours. En revanche, comme pour la ville, le délai pour les produits qui sont issus des dispositifs ATU, post-ATU est de 413 jours. D'ailleurs, on retrouve beaucoup de produits sur les 2 circuits. Le bilan des remises conventionnelles. Donc, ce bilan des remises conventionnelles, vous voyez qu'entre entre 2019 et 2020, il y a eu une augmentation puisqu'on est passé de 3 milliards 419 millions à 3 milliards 522 millions. Ça, ce sont les remises brutes. Et quand on parle en remise nette, donc on passe à 3 milliards 406 millions contre 3 milliards 215 millions en 2019. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a eu peu d'avoirs sur les remises, tout ce qui est tous les avoirs que vous pouvez obtenir en fonction des différents dispositifs, puisque ça n'a représenté que 116 millions. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le montant brut des remises produits a été de 3 milliards 246, soit plus 32% par rapport à 2019. Et ça représente 92% du total des remises. Donc voilà. Mais vous verrez que dans le rapport, si vous souhaitez l'obtenir, du moins cette synthèse, vous allez retrouver énormément d'informations. En tout cas, merci beaucoup. Merci David pour la présentation. Merci à toutes les équipes du GERS de nous avoir aidés et surtout d'avoir préparé toute cette présentation. Et merci surtout à vous tous pour votre fidélité et votre présence régulière à ces ateliers. On vous donne rendez-vous pour le prochain, dont la date vous sera très bientôt annoncée. Très bonne journée et bon après-midi.